explanation of the Journalism Institute, which indeed sounds like it was a very, very good experience for everyone. And as you can all see, Dr. Au is a very seasoned journalist and expert pedagogue. And I think that we'll see that in the presentations today. And I just wanted to remind people that the purpose, one of the purposes of this conference was to bring journalists and researchers together. For a dialogue, because we often have journalists thinking that researchers are writing in ways that are not accessible to the general public, and journalists are researchers complaining that journalists are simplifying things. So I think this is a chance for a discussion between the two groups. Anyway, without further ado, let me introduce Paulo Lima, who is the president of this session. Muito bom dia a todos. Merci beaucoup. Puisque la plupart des intervenants sont des francophones, je vais essayer de... On va essayer de faire... J'ai fait une présentation en français. Donc, de plus en plus, on parle du rôle des journalistes dans tout le moment, surtout dans le moment sensible. Quand on parle des conflits et le rôle des médias, ça me vient tout d'abord à l'esprit le cas du Rwanda, que Mme Au a dit tout à l'heure, a remarqué donc, cette expérience négative, le rôle de la presse négative dans le génocide du Rwanda. Mais ce ne serait pas certainement de ce cas que nous avions des rôles négatifs des médias. Donc, cette session porte essentiellement sur le rôle des médias. D'abord, nous allons pencher sur les menaces dans la zone soudano-sahélienne, les stratégies médiatiques. Nous aurions 4 communications, la méthode sera la même, 10 minutes, 12 minutes, le maximum à chaque intervenant. Pour moi, ça a été demandé par l'organisation. Nous aurions d'abord Mamadou Biaye du Sénégal qui nous a amené le thème l'État malien, la rébellion Touareg et la CNI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sidi Dembélé du Mali qui va nous parler de la stratégie de communication et un jeu de la CNI dans la bande sahélo-saharienne. Mohamed Abdelrahman, ici à ma droite, la Mauritanie, stratégie de la communication de la CNI avec le modèle Al Jazeera. Et à la fin, nous aurions Ibrahim Azza Diallo du Niger, qui porte sur la presse malienne et nigérienne face au conflit Touareg. Après, nous aurions un moment de débat, que j'en suis sûr que ça sera très très fructueux, compte tenu du thème qui est très très passionnant. D'abord, je vais simplement passer la parole à notre confrère Mamadou Biaye, donc les journalistes au quotidien de Dakar, fait le journal dakaroise. Il est directeur de publication, comme je vous ai dit tout à l'heure, et son thème porte sur l'État malien, la rébellion Touareg et la CNI. Vous avez la parole. Je parle aujourd'hui à vos conférenciers de parler dans le micro et de parler doucement en pensant à nos amis en haut pour l'interprétation. Merci beaucoup. Donc, il y a nos amis de la traduction qui nous demandent de parler le plus doucement possible pour qu'ils puissent faire de meilleure façon leur travail. Donc, d'abord, je remercie votre collaboration. Vous avez la parole, monsieur. Merci. C'est bon. Bonjour à tous. Comme l'a dit le présentateur, je m'appelle Mamadou Biaye, journaliste, directeur de publication du journal Le Quotidien Dakarois, qui est né en 2003. Donc, en fait, mon texte ne sera pas trop académique, mais bon, une recherche, une enquête qui a été faite sur le terrain. Donc, je vous livre un peu le résumé de
ce que j'ai pu récolter, peut-être avec des... Excusez-moi, d'habitude je ne parle pas fort, je vais m'efforcer de faire de mon mieux, mais pour un journaliste de presse écrite, je déteste le micro. Mais je vais m'efforcer de faire de mon mieux. Donc je tiens à rappeler que par rapport à ce texte, les Touaregs maliens ont très tôt levé l'étendard de la révolte contre l'administration coloniale et se sont opposés par les armes aux militaires français. C'est le chef suprême Firouz qui a incarné cet esprit dès 1915 avec un affrontement décisif en mai 1916. À cette date, le campement du chef suprême a été attaqué par un détachement puissamment armé. La révolte fut brisée, mais Firouz réussit à s'échapper et depuis lors, il incarne le noble guerrier qui a refusé toute compromission. Après l'indépendance, l'administration et l'armée malienne occupent au nord les chefs-lieux, les cercles et les postes laissés par les administrateurs et militaires français. Isolés et loin de tout contrôle, les nouveaux chefs de poste font parfois subir de nombreuses vexations aux Touaregs qui administrent et abusent souvent de leur pouvoir. Peu à peu, cette présence militaro-administrative est ressentie comme une occupation. Excédés, les Touaregs, à partir de janvier 1963, effectuent des coups de main dans le nom de l'Atra, à Kidal et dans de nombreux points, et s'emparent d'armes et de chameaux. Une guerre de mouvement s'installe et les accrochages avec l'armée officielle. Cette partie nord du Mali, dont l'espace géographique constitue près des 2 tiers du territoire national, avec 10% de la population, est délaissée à tel point que les fonctionnaires maliens qui sont nommés dans ces régions se considèrent comme punis. Ces mouvements armés dans la zone, les différents gouvernements maliens vont essayer de les armer par la répression, mais enfin. Après d'âpres négociations, plusieurs accords ont été signés, mais ce ne sera pratiquement jamais respecté. Pourtant, sentant le danger terroriste, il était même prévu dans ces accords la formation d'unités spéciales entre militaires maliens et anciens combattants de la rébellion pour combattre AQMI, l'ennemi commun. Car en matière de maîtrise du terrain, les Touaregs étaient imbattables. Le non-respect de ces accords va semer la zizanie jusque dans les rangs de la rébellion. Face à cette situation, AQMI, qui était en train de développer ses tentacules dans la région, a offert d'alléchantes opportunités. Et à ce sujet, il est rapporté que dans le temps, au début, l'enlèvement d'une personne était rémunéré 1500 € par AQMI, une activité dans laquelle on retrouverait beaucoup de jeunes ex-rebelles Touaregs. Le nord du Mali, sans entreprise ni industrie, les jeunes ex-rebelles livrés à eux-mêmes, tout ceci constituait une aubaine pour AQMI. D'ailleurs, pour montrer que cette zone était démunie, le porte-parole du mouvement Touareg Mali, Ahmad Sidi Ahmed, faisait remarquer que AQMI était la seule entreprise au nord qui fonctionne et qui gagne tous les marchés sans faire aucun investissement. Il faut rappeler que la rébellion Touareg a fait l'objet de plusieurs accords, dont certains le pacte national du Mali du 11 avril 1992, et aussi l'accord de paix, de sécurité et de développement de la région de Kidal sous l'égide de l'Algérie le 4 juillet 2006. Pour ce qui concerne la réalité du terrain, des poches de résistance, il y en a eu, malgré les accords successifs de paix. Et vous savez, dans ces zones-là, quand un chef rebelle se met en marche de la troupe, évidemment, beaucoup de ces éléments épousent sa position, sans compter d'autres qui trouvent le courage, à travers cette rébellion dans la rébellion, de ne pas suivre les directives de la hiérarchie. Tous les hommes qui n'ont pas obtenu de ces accords se sont retrouvés au chômage, vivant de braquage, de trafic en tout genre, jusqu'au trafic de drogue. Il faut préciser que ce sont des gens quand même qui n'ont jamais songé à attaquer l'État malien, à moins que ce dernier, et par les actes posés, mettent en péril les nouveaux réseaux qu'ils ont réussi à installer pour fructifier le trafic de drogue. Comme quoi, au nord du Mali, à l'intérieur de la zone du Sahel,
D'accord. Pour être dans les 10 minutes, nous serons intéressés. Comme quoi, au nord du Mali, à l'intérieur de la zone du Sahel, c'est l'illégalité qui règne en maître. Et comme caricature, les gens disent que l'illégalité est la locomotive, et derrière il y a le wagon Agni, il y a le wagon de trafic de drogue, il y a le wagon de trafic d'armes et le wagon de trafic d'êtres humains avec des passeurs. À Tombouctou, vivent aujourd'hui des intérêts touristes. On continue à se mordre les doigts de cette situation du terrain. Et les affaires en souffrent terriblement. Toutes les ambassades occidentales ont donné des consignes fermes à leurs ressortissants, leur déconseillant de fréquenter certaines zones du nord au risque de se faire enlever par des gens d'armes, aidés peut-être par des éléments de renseignement notoires. Pour beaucoup, ce serait une analyse trop simpliste. Mais certes, il y a des éléments de l'ancienne rébellion parlée. Il n'arrive pas à suivre. Certes, il y a des éléments de l'ancienne rébellion qui n'ont pas hésité une seule fois à se faire enrôler par les gens de Agni. Tout comme d'autres se sont retrouvés dans des divers trafics illégaux. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si le Nord peut être pacifié. Affirmatif pour ça. L'État peut pacifier le Nord. Il lui manque seulement de la volonté et de la méthode confiée. Les régions du Nord, à l'image de Tombouctou, pourraient bénéficier d'un statut particulier. Comme proposition, ce statut serait une sorte de discrimination positive. Quoi que l'État malien puisse décider, il est important culturellement que les promesses et les engagements soient respectés. Sans cela, il n'y aura aucune paix dans la zone. Ce que confirme d'ailleurs le président malien, qui soutient que son pays a une analyse claire de la situation, c'est que la lutte contre le terrorisme est un problème de société. Et la réponse à tout problème de société ne peut pas être que militaire. À Tombouctou, nous avons pu rencontrer des investisseurs qui s'activent dans l'exploration pétrolière et qui sont convaincus qu'avec leur travail, ils vont proposer des problèmes de Agni ne seraient bientôt plus d'un mauvais souvenir. Car les jeunes pourraient arriver à trouver un emploi stable pour mettre leur famille à l'abri du besoin et plus question pour eux de risquer leur vie. Dans cette région du Nord, l'impression qui se dégage, c'est que l'État n'a rien fait pour cette zone en termes d'investissement susceptible de les éloigner de toute tentation d'enrôlement dans les rangs d'acquis. Du côté du gouvernement, la dernière initiative destinée à ces régions du Nord est brandie peut-être pour battre en brèche le fait que l'État ne joue pas pour tout. C'est ainsi que le programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement dans le nord du Mali a été créé par décret numéro 10-381 du 20 juillet 2010 pour une durée de 2 ans. Donc, au total de 32 milliards de francs CFA, le PSDN, qui a reçu aussi le soutien de l'Union européenne, a pour objectif global de réduire de manière significative, voire de supprimer complètement les causes de l'insécurité et du terrorisme dans le Nord Mali par la mise en œuvre d'actions en matière de sécurité, de gouvernance, de développement local et de communication. Et les différentes autorités maliennes n'hésitent pas à rappeler des axes stratégiques de la politique nationale de lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans les régions du Nord. Ces autorités maliennes précisent que parmi les causes qui peuvent permettre au terrorisme de gagner du terrain figure la pauvreté et la précarité des populations. C'est sur ce terrain que germent allègrement certains types de fondamentalisme. Raison pour laquelle, dans le programme initié, 2 facteurs essentiels ont pu être compris. D'abord, l'espace étant très grand, il faut l'occuper. C'est pourquoi il y a le retour de l'administration, des écoles, l'installation de forage et des centres de santé. À cela,
va s'ajouter le retour des militaires dans cette zone. Un sujet sur lequel le président du Mali reconnaît que le fait d'avoir retiré ces militaires lors de la signature de cet accord et de n'avoir pas comblé ce vide a peut-être été une faute. Effectivement, que le pays allait payer plus tard. Aujourd'hui, pour la corriger, il va falloir reprendre pied dans la zone. Seulement cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les militaires qui vont venir, seulement ils vont venir avec tout ce qui peut aider à répondre aux besoins essentiels, primaires et fondamentaux des populations. C'est là où est partie la philosophie que la lutte doit avoir deux piliers, la sécurité et le pilier le plus important, le plus déterminant, qui est le développement. C'est ce binôme sécurité et développement qui peut permettre de répondre à toutes les menaces qui se présentent aujourd'hui. Il faut souligner aussi que sur le plan militaire, l'État malien a toujours soutenu n'avoir pas les moyens de lutter efficacement contre ces terroristes et autres trafiquants. D'où la signature avec les voisins d'accords autorisant de poursuivre les terroristes juste sur le territoire malien. Bon, pour ce qui est des perspectives, sur la question sécuritaire au Mali, la paix dans cette zone est loin d'être une chose acquise. L'une des principales raisons est due à la crise libérienne. Avec la chute de Kadhafi, toute la zone nord du Mali va devenir dangereuse. Des milliers d'éléments des forces libyennes vont venir se réfugier dans la zone car étant pratiquement pour la majeure partie d'origine étrangère. En fait, la réalité du terrain est beaucoup plus complexe, car bon nombre d'anciens membres de la rébellion Touareg étaient allés même prêter main forte à Kadhafi. Bahanga, le chef rebelle Touareg, qui ne s'est jamais retrouvé dans les différents accords, a toujours été un des pions essentiels du système Kadhafi au Mali. Depuis le début des événements libyens, il avait quitté le Mali à la tête d'un groupe d'hommes pour aller prêter main forte à son mentor Kadhafi. Mais l'intervention de l'OTAN a entraîné le retrait de beaucoup de mercenaires qui ont ainsi regagné le pays respectif avec beaucoup d'armes. Dès début juillet, les deux autorités maliennes étaient informées que ce chef rebelle était de retour avec plusieurs véhicules 4x4, des hommes et des armes. Peut-être ce qui fait des craintes de recrudescence de la violence dans cette zone, par des attaques de grand banditisme ou un retour de la rébellion. Pour le cas de Bahanga, il sera aujourd'hui difficile de le dire car il a trouvé la mort dans la nuit du 26 au 27 août dans des conditions mystérieuses. Certaines informations font état d'un accident de crise anodin, d'autres soutiennent son véhicule a sauté sur une mine, alors que pour les plus sceptiques, il aurait été liquidé par les éléments des forces spéciales maliennes avant qu'il ne parvienne à prendre ses quartiers et donner de nouveau du fil à retordre à l'État malien. Mais sa disparition ne règle pas pourtant tous les problèmes, car plusieurs de ces hommes continuent à circuler dans cette zone avec un arsenal assez impressionnant. La preuve, les derniers événements que nous avons vécus au nord du Mali montrent assez clairement